Alors c'est l'heure de Médias Directs au Grand O. Passionnés de journalisme et d'interviews politiques, restez avec nous, puisque entre les studios de RTL et de Canal+, Monsieur Apathy nous fait l'honneur d'être dans les studios de Sciences Po ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors Monsieur Apathy, on pourrait dire que vous êtes au premier abord l'antithèse de l'étudiant Sciences Po. Loin des palmarès académiques, vous avez quitté l'école à 14 ans, puis avez décidé de reprendre le chemin de l'enseignement en obtenant votre bac à 24 ans. Et pourtant, aujourd'hui, un grand nombre d'étudiants de Sciences Po aimeraient suivre votre parcours d'icône du journalisme français. En effet, il semble que cette petite crise d'ado ait été la seule de votre carrière, puisque depuis, vous avez grimpé une à une les marches médiatiques les plus prestigieuses. De Politis à Libération, en passant par le Journal du Dimanche, Le Parisien, L'Express, Le Monde, France Inter, RTL, France 3 et finalement Canal+, avec son célèbre Grand Journal. En somme, rien n'arrête votre ascension et vous passez de la presse écrite à la radio ou à la télé, comme en quelque sorte un énarque qui troquerait son costume de ministre pour une place à l'Assemblée. Mais malgré les ironies fréquentes sur votre accent, votre talent ne fait plus aucun doute et vous avez d'ailleurs à ce titre reçu en 2011 le prix Philippe Caloni du meilleur intervieweur. Donc voilà, trêve d'éloges. Ce soir, vous êtes de l'autre côté du Grand O. Et donc, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Léopold. À toi, Léopold. Alors, Jean-Michel Apathy, vous n'êtes pas un commentateur politique comme les autres. Inès l'a rappelé, vous avez quitté l'école à 14 ans. Vous dites que vous votez blanc depuis 88, si je ne m'abuse. Vous abordez plusieurs styles différents entre le Grand Journal, RTL, commentateur, intervieweur, explicateur, entre guillemets, de l'actualité. Vous refusez absolument toute connivence avec les politiques. Vous n'avez pas écrit de livre. On va essayer d'abord, dans cette interview, de comprendre un peu votre cheminement. D'où ma question, pourquoi est-ce que vous êtes devenu commentateur politique ? C'est difficile de répondre simplement à cette question. J'ai toujours été attiré par la politique. J'en ai fait un peu. Quand j'ai repris des études, je me suis en même temps inscrit dans une piscine parce que j'avais envie d'apprendre à nager. Et le même jour, au Parti Socialiste, parce que j'avais besoin d'apprendre à vivre un peu. C'est compliqué, une vie, donc ça ne se réduit pas comme ça en quelques mots. Et puis, j'ai compris, en approfondissant un peu ce que je pouvais porter en moi, que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de faire de la politique, mais plutôt de la regarder, d'essayer de la comprendre et de tenter de l'expliquer. Parce que, au fond, je me suis toujours senti porteur d'une capacité d'explication, d'une capacité pédagogique. Peut-être aussi, j'ai ressenti très tôt une forme d'insatisfaction devant ce qui était restitué avec complexité, qui, moi, ne me paraissait pas si complexe, c'est-à-dire le jeu politique. Et donc, du coup, chemin faisant, ça c'est long, c'est un apprentissage un peu de tous les jours qui doit durer encore. Chemin faisant, je me suis dit que je ne voulais pas faire du journalisme, mais du journalisme politique. Je n'aurais pas voulu faire du journalisme, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Mais en revanche, expliquer à mes contemporains ce que je crois comprendre de la politique, parce que c'est quand même un objet éminemment subjectif. Ça m'a toujours intéressé. C'est quoi ? C'est une vocation démocratique pour que la démocratie fonctionne, il faut bien expliquer ? C'est une vocation, donc il y a plus une part égoïste qu'autre chose. Il se trouve que je suis né dans une démocratie, donc la parole est suffisamment libre pour pouvoir joindre la mienne à celle des autres. Après, une vocation démocratique, je n'irai pas jusque-là, non. D'accord, et justement, en ce moment, on parle souvent un peu d'une crise de la presse, du commentaire politique. Et en étant commentateur politique, il peut y avoir une certaine dépendance à l'égard de l'agenda politique, puisque vous êtes obligé de suivre l'actualité. Pourtant, vous êtes plutôt pour l'indépendance, en votant blanc, etc. Et est-ce que finalement, depuis que vous êtes entré dans le journalisme, vous avez l'impression que le commentaire politique a changé ? Moi, j'ai commencé le journalisme politique à la fin des années 80, où déjà, me semble-t-il, une prise de distance était possible par rapport au pouvoir politique. Sans doute, la société française, comme d'autres sociétés occidentales, a été très marquée par le poids des idéologies jusque dans les années 70. Mais à partir du moment où, pour parler de la France spécifiquement, il y a eu une alternance en 1981 où la gauche... à la fois était porteuse d'une promesse de liberté plus grande que la droite, qui avait peut-être une conception plus rigide des choses. Et puis aussi parce qu'elle a un peu échoué dans l'application de son programme. Du coup, tout ça a abouti à une certaine distanciation entre les journalistes et les responsables politiques. Ce qui était peut-être moins vrai dans les décennies précédentes. Et donc, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression que j'ai toujours pu travailler, et j'ai vu travailler d'autres journalistes, dans des conditions professionnelles acceptables. C'est-à-dire pouvoir
observer et restituer librement, sans qu'on tienne mon stylo ou qu'on me dicte les mots que j'avais à tenir. Donc je ne dirais pas vraiment que le journalisme a évolué. Peut-être la multiplication en 30 ans des supports, notamment audiovisuels, presque essentiellement audiovisuels, parce que la presse écrite, c'est plutôt l'histoire d'un déclin, a aussi renforcé ce caractère indépendant. Et donc aujourd'hui, me semble-t-il, on peut faire son travail dans de relativement bonnes conditions, parce que je suis un peu long dans mes réponses, j'en suis désolé, mais le journalisme, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On peut toujours voir, les réseaux sociaux font largement écho à cela, des gens qui pensent que les journalistes ne sont pas libres, peut-être n'ont-ils pas tort, je ne sais pas, tout ça peut être un peu contesté, mais moi, il me semble quand même qu'à la place où je suis, je peux travailler assez librement. Et sur la question de votre liberté, Victor ? Oui, alors Franz-Olivier Gisbert a écrit un livre il y a 2 ans justement où il parlait un petit peu de ses relations avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que justement que c'est une exception plus ou moins aujourd'hui dans le monde politique, dans les relations avec les journalistes ? La politique, comme le reste d'ailleurs, mais enfin, c'est beaucoup de pattes humaines. Un journaliste qui fait ce travail va à la rencontre d'autres personnes, des femmes, des hommes qui font de la politique. Il peut nouer, enfin, chacun a une histoire, il peut nouer des liens particuliers, une forme de proximité avec tel ou tel. Et donc, du coup, se servir aussi de ces liens de proximité pour informer davantage et mieux. Chacun est assez libre dans sa démarche. Moi, je n'ai jamais pratiqué la forme de proximité que peut pratiquer Gisbert, d'autres journalistes qui peuvent être très proches des gens qui ont le pouvoir, pour ensuite, d'une certaine manière, les trahir en racontant tout. Le livre de Franz-Olivier Gisbert contient cette part de trahison qui peut aussi être du journalisme. Je ne porte pas tellement de jugement de valeur là-dessus, mais plutôt un constat. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Mais j'ai parfois compris qu'on pouvait être proche des responsables politiques et être, de ce fait, informé de telle manière qu'on ne pouvait pas informer les autres. Donc presque prisonnier de ce qu'ils vous disaient. Donc il faut... Donc comme si finalement la proximité nous rendait un peu plus vulnérables en tant que journalistes par rapport à l'actualité. Oui, parce que parfois, quand il y a une forme de sympathie qui s'instaure, on peut vous donner des informations en vous faisant comprendre, voire en vous disant, de ne pas les transmettre. Ça ne sert à rien à ce moment-là. Il vaut mieux être un peu moins informé et un peu plus libre de dire tout ce que l'on sait. Mais est-ce que c'est aussi parce que certains journalistes ont l'illusion ou entretiennent l'illusion qu'ils peuvent avoir une relation saine avec un politique, alors que c'est probablement pas le cas ? Peut-être, oui, mais c'est difficile de généraliser. Chaque individu a un parcours particulier, une relation particulière avec les acteurs politiques. Des journalistes peuvent être parfois fascinés, c'est souvent un rapport, ou du moins une orientation femme-homme, mais fascinés jusqu'au point de tomber amoureux. On voit tout ça. On voit bien que des journalistes qui commencent un travail professionnel peuvent, en chemin, trouver des points d'ancrage auprès de personnalités qui, du coup... les font dévier sans doute un peu du journalisme, tel que moi, en tout cas, j'ai envie de le faire. Mais c'est difficile aussi de critiquer ces gens-là. C'est une démarche... Le journalisme est une démarche assez individuelle, presque égoïste parfois. Donc, chacun la vit un peu avec son tempérament, sa culture, son histoire, sa sensibilité. Et pour revenir sur votre métier, vous parliez justement tout à l'heure des différents supports qui se développent. Donc vous, par exemple, vous êtes au Grand Journal le soir, sur RTL le matin pour faire des interviews politiques dans lesquelles vous interviewez des invités sur des sujets d'actualité. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui se creuse entre la radio et la télé ? Est-ce que selon vous, on parle du même métier ou est-ce que c'est vraiment profondément différent ? Non, c'est le même métier. Moi, vous avez cité pas mal de titres où j'ai été parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises de presse et je n'ai jamais eu l'impression de faire les choses différemment. Entre Politis où j'ai commencé, puis Le Parisien, puis aujourd'hui Canal ou RTL. Même la presse écrite, entre la presse écrite et la télé Moi, je n'ai rien changé à ma manière de regarder les choses et de les restituer. Donc, il ne me semble pas que le support modifie l'exercice. Je ne crois pas beaucoup à ça. En parlant de presse écrite, Victor. Oui, alors concernant votre chronique chaque soir que vous tenez au Grand Journal, on peut dire que c'est une chronique à la frontière entre l'analyse politique, la culture générale et puis le décryptage un peu des éléments de communication des hommes politiques. Il y a beaucoup de gens qui déplorent un glissement de plus en plus marqué vers le divertissement du Grand Journal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous vivez cette évolution ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement de devenir un peu la caution sérieuse du Grand Journal, justement dans cet environnement de plus en plus... tourné vers le divertissement ? Mais je ne pense pas qu'il soit de plus en plus tourné vers le divertissement.
le grand journal, comme d'autres choses d'ailleurs, sont un peu victimes du succès qui a été le sien. On projette sur lui des choses qui n'existent pas vraiment. Cette saison, il y a beaucoup d'acteurs sociaux qui sont sur le plateau, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de drames, beaucoup de problèmes. Je vois pas bien en quoi le grand journal s'est modifié au point qu'on puisse se dire aujourd'hui, d'une part, qu'il est tiré vers le divertissement et d'autre part que moi, j'en serais une quelconque caution. Mais vous le dites, mais vous n'êtes pas le premier à qui j'entends dire ça. Hein, donc, c'est pas votre jugement que je mets en cause. Mais parfois, le regard sur les choses est teinté d'une telle subjectivité que moi qui le vis de l'intérieur, je ne m'y retrouve pas en ce regard. On ne parle pas forcément des acteurs qui peuvent être invités, parce vous l'avez rappelé, il y a des acteurs sociaux qui sont invités, des acteurs politiques, donc des voix qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'entendre. Non. Maintenant, l'intérêt aussi, c'est de voir quelles sont les questions qui sont posées et justement quelles sont les thématiques adoptées. Est-ce qu'elles sont bien adoptées? Est-ce que finalement on a le temps d'aller en profondeur? Vous pouvez bien sûr avoir une vision critique sur les questions, mais quand vous recevez un syndicaliste d'Aulnay, vous ne lui parlez pas du dernier film de Bruce Willis, hein, vous lui parlez de ce qu'il est en train de vivre. Et vous ne tournez pas beaucoup autour du pot. Alors, après, je pense que le regard sur le grand journal, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Hein. Le regard sur le grand journal n'est pas un regard distancié. C'est un regard, une émission qui a été très à la mode, c'est un regard aujourd'hui assez critique. Et je trouve que la critique... Je peux comprendre, mais je le garderai pour moi, ce qui peut nourrir une critique, mais je trouve qu'elle est assez mal restituée en général. Comme si c'était une émission plus exposée que les autres? Oui, plus exposée, et puis qui procure peut-être une forme de lassitude. Le succès peut susciter de la lassitude. Disant qu'elle existe, et voilà. Peut-être que c'est ce qui explique des commentaires un peu négatifs parfois, et qui ne me paraissent pas... Qu'on fasse des commentaires négatifs ne me choque pas, ça c'est la vie, mais ce qui m'amuse au fond, parce que bon, là, c'est pas très grave non plus, c'est que je comprends qu'il y a un peu d'exaspération, mais je ne trouve pas que les motifs de l'exaspération sont correctement exposés. Ça m'étonne un peu. Mais bon, voilà. Jean-Michel Apathy, vous faites énormément de chroniques, vous avez fait du matériel et du commentaire pendant de nombreuses années, donc vous avez dit énormément de choses. On va essayer de pas faire une synthèse, mais de voir un petit peu ce que vous pensez plus généralement de l'état de la France. On a l'impression que la France va mal, que les Français sont déprimés, que la situation économique... On a l'impression, en m'écoutant, vous voulez dire? Non, c'est un climat plus général, mais vous êtes un peu symptomatique de ça. Ah oui, je pense, oui. C'est-à-dire que l'Europe va mal, alors on pensait que que l'Union Européenne était la solution pour nous sortir de la crise de l'euro, et avec la baisse du budget, on a l'impression que ce ne sera pas ça, donc au final on est sans solution, qu'aux États-Unis la croissance revient. Est-ce qu'on a des chances de s'en sortir? Pour prendre un peu de hauteur, si on peut, comme ça, je pense que nous vivons, alors ça vous concerne encore plus vous que moi, un moment de bascule historique où l'Europe, qui a dominé pendant 4 siècles ou 5 siècles la marche du monde, cède le pas à d'autres continents. Il y a des choses un peu inéluctables comme ça. Hein. Et je crois que l'on assiste à ça, que le modèle européen est un modèle vieillissant, ou le modèle occidental, qui a du mal à se financer, qui peut même arriver à s'interroger de manière curieuse parfois sur le modèle démocratique, sur son efficacité, quand vous voyez aujourd'hui que tenter de changer des rythmes scolaires suscite des blocages partout. Mais des choses aussi simples que ça. C'est inhérent à la France ou c'est inhérent à l'Europe? Je pense que tous les pays européens, chacun à leur façon, ont des problèmes de modèle, profondément. Le modèle occidental est un modèle exigeant. Former, éduquer toute une population, ce qui coûte très cher, ce qui est un effort terrible, on n'arrive plus à le financer. Maintenir des liens de solidarité très forts face à la maladie, face au vieillissement, on n'arrive plus à le financer. Donc au final, le modèle libéral n'arriverait pas à combler toutes nos valeurs, mais serait peut-être plus facile à mettre en place, quoi. Le modèle libéral n'y arrive pas et les autres modèles ont échoué. Et ceux qui aujourd'hui dominent, ce sont des modèles plus violents, où les inégalités sont plus fortes. On peut voir ça dans certains pays d'Amérique latine, qui sont des pays émergents, qui ont beaucoup de vigueur, mais beaucoup d'inégalités que nous ne supporterions pas. La Chine en est l'exemple, l'Inde en est l'exemple.
Donc, les États-Unis aujourd'hui sont encore sans doute le pays le plus fort parce que leur génie collectif fait que ils ont su, après la révolution industrielle, être en pointe dans la révolution informatique, mais ils ont des structures étatiques extrêmement fragiles, des déficits colossaux. Ils sont les gendarmes du monde, ceux qui réclament de leur part un effort militaire et qu'ils ont énormément de mal à financer aussi. Donc le modèle occidental est très contesté. Et c'est ça qui structurellement empêche les réformes. Les journalistes sont, les journalistes occidentaux, donc français, sont contemporains, témoins de tout cela. C'est difficile de susciter, je trouve, ou de fabriquer plutôt un discours optimiste à partir de ce que nous offre l'actualité. Tout est un peu en voie de destruction chez nous. Justement, assez récemment, dans une de vos chroniques, c'était le 31 janvier, si mes souvenirs sont bons, vous parliez justement un peu d'une destruction de la société au sujet du mariage pour tous. Ah non. Non, mais dans le fait qu'on traite cette actualité beaucoup plus, par exemple, que certaines actualités sociales comme les plans sociaux dans les entreprises. Et vous disiez que parfois on passait à côté, peut-être dans l'actualité ou dans la manière dont le gouvernement s'exprime, de choses essentielles. Vous définissiez l'essentiel comme ce qui se loge au plus profond de l'individu et suscite une angoisse dont il ne se défait pas. Est-ce que pour vous, la situation française est angoissante en ce moment ? En fait, oui et non. Bien sûr, elle est angoissante. Il y a beaucoup de motifs d'angoisse, mais moi, je n'ai jamais raisonné comme ça. Je pense que l'histoire, d'autres l'ont dit avant moi, est une forme de drame permanent que chaque individu peut aborder avec optimisme. Il s'agit de lutter contre ce qui existe. Donc, la lutte en soi est optimiste. Ensuite, c'est tout autre chose de considérer le tableau global et de voir l'accumulation des problèmes auxquels nous devons faire face. Crise financière de l'État, crise écologique, crise économique. Il y a beaucoup d'éléments extrêmement lourds qu'on doit gérer, mais ça ne veut pas dire que soi-même on doit être pessimiste. La vie est là, tant qu'on peut la vivre, sortir dans la rue, profiter du soleil, qu'on est en bonne santé, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Mais ce serait un mensonge de dire que tout va bien. Je trouve qu'il n'y a rien qui va bien. Des bonnes nouvelles, on en a une tous les 5 ans. Et si on accepte le domaine sportif, sans doute une tous les 20 ans. On n'invente plus rien, on ne fabrique plus rien. Il y a peu d'éléments positifs. Et le journalisme, s'il a une utilité, c'est d'essayer de décrire ça, non pas pour se complaire dans une forme de désespoir et de noirceur, mais pour essayer d'aider, la place qui est la sienne, faible, petite, minuscule, d'essayer d'aider à la prise de conscience de tous ces problèmes et d'essayer ou en pensant que si nous prenons conscience des problèmes, nous cheminons presque naturellement vers des tentatives de solutions. C'est à ça que doit servir le journalisme. Mais du coup, le commentaire est un commentaire négatif parce que moi, j'ai toujours été effrayé de la prise en compte assez faible des contraintes économiques, des nécessités budgétaires. Dans ce pays, on a beaucoup gaspillé, beaucoup dépensé. Ça m'a toujours semblé être une faute. Donc, mon commentaire a souvent cherché, depuis longtemps, consciemment, à mettre l'accent là-dessus, parce que ça m'a toujours semblé être un peu criminel. Oui, mais justement, cette forme de cynisme que vous avez dans vos chroniques et dans toutes vos analyses, finalement, de cette actualité politique, vous ne pensez pas que, au lieu d'encourager, finalement, les gens à justement prendre conscience de tous ces problèmes, elle ne participe pas au désenchantement démocratique et justement à arriver à des considérations du type les politiques tous pourris, justement. Vous pensez pas que c'est un problème aussi, que c'est finalement le paradoxe entre votre ambition et d'un côté les effets de cette analyse et de cette vision? Tous pourris, je ne dirais pas, mais tous un échec, oui. Depuis 30 ans, les crises pétrolières des années 70, droite, gauche, toutes les personnalités qui sont succédées au pouvoir, un échec, oui. Pourri, non. C'est quand même deux notions différentes. Mais c'est dû à quoi? Parce que ce qui manque probablement en France, c'est des réformes structurelles. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, par exemple, de faire une réforme de la fiscalité? Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a trop de différentes taxes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à en enlever en plusieurs et en remplacer et faire un système plus simple? Ça, exactement, là, tout de suite, je ne sais pas. Mais quand même, pour rester un peu sur la question qui a été posée, moi, je considère mon travail de journaliste comme devant aller... Alors, je ne néglige pas la subjectivité qu'il y a, mais comme devant exprimer une forme de sincérité.
dire ce que je vois. Est-ce que ce que je vois est la réalité? Ça peut être questionné, mais enfin, ce que je vois, je le dis. Donc moi, j'essaie d'être sincère. Que ça produise un désenchantement, ça n'est pas tellement mon problème. Le pacte que moi, j'essaie de nouer avec ceux qui, depuis longtemps, lisent, écoutent ou regardent, c'est un pacte qui est basé sur la sincérité, l'honnêteté. S'il y a des problèmes, on parle des problèmes. Je ne vais pas inventer un discours positif. Donc, je crois en plus que le journalisme, quand il est positif, il a peu d'intérêt. Si vous allez à Gare de Lyon, vous ferez peu de reportages sur le train qui est arrivé à 12h10, c'est-à-dire exactement à l'heure. Mais s'il arrive à 12h50 et si les gens ne sont pas contents, là, vous faites un reportage. Je pense que le journalisme, c'est essentiellement ça. Donc, qu'ensuite ça produise du désenchantement, ça, oui, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Les réformes, alors, la notion de réforme même est compliquée. Quelle réforme, tout ça est très compliqué. Je pense que l'un des problèmes français, vraiment, peut-être à la différence de beaucoup d'autres pays occidentaux, c'est que ce pays s'est construit par l'État, ce pays a vécu et a pris conscience de lui-même 10 siècles dans la guerre, soit effectivement dans le conflit ou dans la préparation du conflit. Depuis 1945, quand on fait la paix avec l'Allemagne, moi je suis un enfant de cela, vous aussi, mais moi je fais partie de la première génération qui a vécu ça. Quand on fait la paix avec l'Allemagne en France, on peut imaginer un avenir pour soi débarrassé de l'hypothèque de la guerre. Et donc, la seule question qui compte, c'est mon développement personnel. Ce qui n'a jamais été le cas de tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre. C'est un changement de culture formidable. Et nous n'avons pas, collectivement, abandonné l'idée que l'État ne devait plus être le premier acteur de la société. Nous avons toujours confié à l'État, en France, beaucoup de choses. Droite ou gauche, ça n'a aucune importance. Et il y a une espèce de coupure mentale totale entre ce que l'on vit dans sa sphère individuelle et ce que l'on projette sur la société. Et la difficulté à faire des réformes, difficile d'identifier les réformes qui seraient nécessaires, mais la difficulté que nous avons à entrer dans la modernité, à nous ouvrir à la mondialisation, à cesser de manier des concepts qui ne sont pas opératoires de protectionnisme, nationalisation temporaire ou pas, cette difficulté-là, elle est liée à cette espèce de schizophrénie qu'il y a à nous projeter de manière individuelle, avec beaucoup d'égoïsme, et à souhaiter que l'État prenne en charge nos vies, par exemple pour ce qui concerne la marge de l'économie. Il y a là une contradiction qui nous fait un mal terrible. Donc, au final, le mal français est un mal assez spécifique. L'Allemagne n'a pas du tout ces problèmes-là. La Grande-Bretagne est plus ouverte à la mondialisation. L'Italie, c'est un pays assez particulier, mais oui, les Italiens ont une maxime que je trouve très drôle. Ils disent qu'en Italie, il n'y a pas d'État et qu'il marche très bien. C'est une forme de désordre dans lequel notre cartésianisme vraiment ne s'y retrouve pas. Et l'Espagne, c'est l'histoire d'un mensonge, un peu comme la Grèce, pendant 30 ans. Nous, on a un problème plus intellectuel, une mauvaise culture, une approche étatique de l'organisation sociale qui ne correspond pas du tout avec, par ailleurs, tout ce que nous avons fabriqué, c'est-à-dire une société capable d'exporter beaucoup de produits, une construction monétaire, c'est un peu compliqué, mais quand on met une monnaie en commun avec les autres, il faudrait que peut-être on tire les conséquences de l'abandon de la souveraineté monétaire qu'on a consenti il y a 20 ans. Et du coup, on a, nous, un vrai problème intellectuel, un vrai problème de culture. Et c'est ça notre difficulté. Et moi, j'ai toujours conçu le journalisme politique à partir de cette idée-là, que notre problème était une culture mensongère. Donc ça nous fait beaucoup de mal. Donc c'est plus un problème d'aveuglement idéologique que de corruption, comme certains politiques peuvent le dire. Pas de corruption, mais c'est un problème, et pas d'aveuglement idéologique, c'est un problème de mensonge. C'est-à-dire que si vous prenez... Parce qu'ils savent que c'est fini, les politiques. Si vous prenez la campagne présidentielle de 2012, le candidat perdant mène essentiellement campagne sur l'autorité de l'État, l'immigration, alors que le cœur du problème, c'est tout de même les problèmes économiques. Et celui qui a gagné dit, mais moi, si je suis élu, je vais donner la retraite à 60 ans à certains Français, je vais embaucher des fonctionnaires, je vais augmenter le SMIC. Et
Nous souhaitons des mensonges comme ça. Nous sommes incapables d'élire quelqu'un qui nous dira, vous savez, si moi je suis élu, il faudra qu'on remette les finances publiques à flot, ça va prendre 10 ans. Sans doute les retraites devront baisser, sans doute le salaire des fonctionnaires sera gelé, ce que d'ailleurs l'élu a fini par faire. Au début, il voulait augmenter tout le monde, maintenant il gèle le salaire de tout le monde. Celui qui dirait la vérité, il ne serait pas élu. La France est le seul pays occidental, le seul, aucun autre ne connaît ça, qui a vu ses sortants systématiquement battus depuis les années 70. Tous ceux qui gèrent le pouvoir de l'État ont été battus à partir de 1981. Ça n'est pas vrai en Allemagne où des responsables politiques ont été élus puis réélus. En Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, partout des sortants ont été réélus. Chez nous, ils ne l'ont pas été. Quand Mitterrand est réélu président, c'est après avoir connu une défaite en 1986 et quand il est de nouveau élu en 88, c'est contre Chirac qui gère les affaires. Et Chirac, pareil, en 2002, quand il est réélu. Systématiquement, le pouvoir central a été battu. C'est-à-dire que depuis les crises pétrolières des années 70, qui sont un moment de très forte césure, la politique en France fabrique uniquement de la méfiance. Et ça, c'est pour ça que je pense que depuis 30 ans, la politique est porteuse d'échecs et que c'est un miracle que pour l'instant, le pouvoir est alterné entre des forces politiques républicaines. Mais ça, c'est pas inscrit dans le marbre. Donc vous reprochez aux politiques en fait parfois de manquer de franchise et d'explication aussi un peu, notamment sur l'économie. Vous, au contraire, dans vos chroniques, on voit que vous avez une attitude assez pédagogue. Vous essayez justement de décrypter notamment l'économie et tous les sujets d'actualité. Et vous dites parfois même que le gouvernement manque de verbe. Est-ce que vous pensez donc qu'on peut encore croire dans les hommes politiques ou plutôt on ne peut plus avoir confiance dans la politique ? Les hommes politiques sont représentatifs de ce que nous sommes. Je pense que c'est très compliqué comme enchaînement, mais nous fabriquons les hommes politiques tels qu'ils sont. Nous les fabriquons, c'est nous qui les fabriquons, menteurs, dissimulateurs, toujours mauvais pédagogues de la situation économique. C'est nous qui n'acceptons pas un discours de vérité. On pourrait faire la liste de responsables politiques qui avaient sans doute un discours plus franc, plus clair, systématiquement écartés du pouvoir. Les Barre, Rocard, Juppé, systématiquement écartés. Tous les gens qui sont... la campagne de Chirac de 1995, c'est une campagne de mensonge absolu. Celle de Mitterrand en 1981, une campagne de mensonge absolu. Celle de Sarkozy en 2007, qui, alors qu'il est au pouvoir depuis 5 ans, promet une rupture, était une campagne de mensonge. Celle de Hollande est une campagne de mensonge. Mais ces gens-là, qui fabriquent du mensonge, ne sont pas issus de rien, ils sont issus de la culture française. Mais comment on peut espérer avancer sur une base de mensonges ? Les Britanniques ont eu la chance de fabriquer, par exemple, 2 leaders à 15 ans d'intervalle qui avaient le charisme suffisant pour ouvrir les yeux de leurs contemporains. Nous n'avons pas fabriqué ça. Nous nous sommes livrés à des démagogues parce que, hélas, nous n'avons pas su fabriquer quelqu'un qui avait la force nécessaire pour tenir un discours différent. Si la politique est décevante, elle l'est. Évidemment, c'est parce que nous-mêmes, nous suscitons cette déception. Donc, est-ce qu'il y a un espoir de retrouver la confiance ou c'est définitif ? L'histoire des sociétés n'est jamais écrite. Il faut peut-être aller très très profond dans une crise pour... prendre conscience. Oui, prendre conscience, trouver une ressource. Voilà. En 2002, nous sommes passés assez près d'une crise politique majeure avec un candidat d'un courant... qu'on peut étiqueter comme on veut, mais enfin qui a un rapport à la République tout de même suspect, et ça pourrait se reproduire. Donc on a une histoire très très singulière par rapport aux autres pays, et pour l'instant, la seule chose que l'on peut dire, c'est que le pouvoir actuel qui est là depuis un peu moins d'1 an subit, comme ceux qui l'ont précédé, une crise de confiance très forte. Regardez la cote de popularité de François Hollande, comparez-la avec la cote de popularité d'Angela Merkel. Angela Merkel est la personnalité la plus populaire d'Allemagne. Elle est au pouvoir depuis 2005. Nous, en France, nous ne vivons jamais de situation comme ça. Et ça n'est pas que la médiocrité de celui qui exerce le pouvoir au sommet de l'État. Ça devrait aussi nous interroger sur nous-mêmes.
nous appelons, nous suscitons, nous fabriquons d'une certaine manière des discours qui ensuite nous déçoivent parce qu'il y a un gap entre le discours et les actes. Et plutôt que tirer les conséquences de cette distance qu'il y a entre les deux, eh bien, nous sommes prêts à revoter pour des gens qui, demain, nous repromettront la Lune. Inès, dernière question et on passe à Marine. On aimerait bien justement tirer les conséquences de votre venue ici. Alors avant de passer la parole à Marine, j'ai une dernière petite question, donc à moi et à nous qui sommes étudiants à Sciences Po. Et si je vous disais que je voulais faire du journalisme plus tard, est-ce que vous auriez un conseil à me donner ? Plutôt presse écrite, plutôt télé ? Est-ce que ça peut encore être un métier d'avenir, le journalisme ? Ah oui, oui, il y aura toujours besoin de journalistes. Il y aura toujours besoin de tout. Donc, j'ai compris dans ma vie professionnelle que n'étaient pas sélectionnés les gens les plus talentueux, mais les gens les plus persévérants. Donc, si vous voulez vraiment devenir journaliste, vous trouverez votre place. Ensuite, où ? Ça, il faut se laisser aller un peu comme un bouchon sur l'eau. Moi, quand je suis arrivé à Paris, donc il y a quand même longtemps de ça, je ne savais même pas que la télévision et la radio, ça existait. Moi, je ne pensais que par la presse écrite. Je n'imaginais pas travailler ailleurs. Puis après, la vie vous amène un peu, elle décide un peu pour vous parfois. Donc, laissez-vous faire et gardez juste la détermination. Si vous avez envie de faire ce métier, vous le ferez, ça c'est sûr. D'accord, bon, je passe la parole donc à Marine pour les dernières questions. On va vous demander de répondre très brièvement cette fois. Oui, j'étais un peu long. Oui. non, mais... Non, c'est un peu le principe de la chronique de répondre rapidement. Donc, on vous entend souvent parler de votre passion de l'actualité qui a toujours été présente. Donc, en fait, vous ne vous sentez pas concerné par la retraite à 60 ans ? Non, je n'ai pas réfléchi Vous êtes encore là dans 30 ans ? Dans 30 ans, non, j'espère pas, non. Mais je n'ai pas réfléchi à ma retraite. Je n'ai pas réfléchi à ma retraite. Non, je suis trop jeune pour ça. Est-ce que vous avez, on entend souvent ça, parce qu'on parle des cumuleurs en politique, et finalement, est-ce qu'on pourrait aussi parler de cumuleurs dans le journalisme ? Parce que vous êtes à la fois le matin... Moi, je cumule, oui. Hein, je cumule dans le journalisme, mais je ne pense pas, non. Je pense qu'on peut exiger de quelqu'un qui veut servir son pays, par exemple faire des lois pour lui, qu'il ne cumule pas. Qu'il se dévoue au bien public. Un journaliste, ça n'a rien à voir de ce point de vue. Moi, je suis employé par une chaîne de radio, puis je fais une chronique sur une télé. Ça n'a absolument rien à voir. Mais quelqu'un qui veut faire la loi, pas rien de faire la loi, c'est quand même une expression assez forte, on peut exiger de lui qu'il ne fasse que ça, oui. Et aussi, c'est un autre sujet, mais on parle souvent du quatrième pouvoir. Et finalement, c'est justement à cause de cette conception du quatrième pouvoir que les journalistes sont souvent pris à partie. Oui. Vous l'avez été justement avec Nicolas Dupont-Aignan sur le plateau du Grand Journal par rapport à votre salaire. Oui, comment vous considérez, vous pouvez répondre finalement à ce genre de ce qu'on peut appeler démagogie, parce que c'est vrai que c'est déstabilisé. Deux notions, oui, c'est déstabilisant. Oui. La bêtise vous déstabilisera toujours. Je pense que les journalistes n'ont pas de pouvoir. Vraiment, si par exemple les journalistes avaient eu du pouvoir, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais été en 2002 au deuxième tour de l'élection présidentielle. Si les journalistes avaient eu du pouvoir, comme de manière dominante ils étaient pour le oui au référendum de 2005, c'est le non qui a gagné, le résultat aurait été différent. On pourrait trouver beaucoup d'exemples qui montrent que le journalisme n'a pas de pouvoir. Ce sont les acteurs dans la société qui ont du pouvoir. Les journalistes, mais vraiment, il y a beaucoup d'exemples précis qui pourraient le démontrer. Je n'ai pas le temps, là, puisque le parti pris sont des réponses rapides. Les journalistes n'ont aucun pouvoir. Et ceux qui ont inventé la notion de quatrième pouvoir sont des gens assez pervers qui ne restituent pas du tout une réalité. Mais ça, il faudrait l'expliciter. Il y a beaucoup d'exemples qui le montrent. Et curieusement, on s'attache toujours au pouvoir des journalistes. Ça, c'est très curieux. Dupont-Aignan, elle était intéressante, sa question sur le salaire, parce qu'il disait, je ne sais plus exactement s'il disait explicitement, mais c'était très implicite dans son attitude, c'est « Vous ne pouvez pas parler de la vie des Français vu l'argent que vous gagnez ». Alors, c'est quand même, c'est très lourd comme imputation, parce que ça veut dire que à partir d'un certain niveau de salaire, qu'il n'a pas défini, c'est dommage, il aurait dû le faire, on ne peut plus exercer un métier. Voire, on ne peut plus exercer sa citoyenneté. À un moment, dit Dupont-Aignan, ce que vous gagnez vous interdit de parler des problèmes des gens. C'est assez stupide. Et c'est une forme de suffrage censitaire à l'envers. Vous êtes exclu de la société parce que vous gagnez de l'argent. Combien d'argent ? Est-ce qu'il met la barre à 3 000, 5 000, 6 000 ? Est-ce que le fait même de mettre une barre est acceptable ? C'est dommage que dans le feu de l'action, on n'ait pas pu lui poser ces questions, parce que ce qu'il disait était parfaitement stupide et totalement inacceptable. Mais quand on regarde, c'est là qu'on voit que la souffrance sociale est importante. Les réseaux sociaux, évidemment, c'est plutôt lui qui a eu raison.
Et il a été félicité par beaucoup de gens pour avoir accompli une forme d'exploit, c'est-à-dire avoir dit à deux connards, que je ne citerai pas, alors combien vous gagnez, vous feriez mieux de vous taire vu l'argent que vous gagnez. Et finalement, oui, donc vous vous opposez en fait à cette justement polémique sur les salaires des journalistes, on va dire vedettes. On voit souvent ça dans les journaux, alors tel gagne aussi. Oui, on voit, finalement, on voit beaucoup de choses. Oui. Oui, voilà, mais finalement, vous pensez que ça sert à rien, que finalement les journalistes, si finalement ils gagnent cet argent, c'est parce qu'ils le méritent ou... Écoutez, moi d'abord, je ne vais pas vous dire mon salaire. Non, pas la question. La question que vous ne voulez pas poser, mais je ne vais pas vous le dire. En fait, il faut essayer de comprendre pourquoi des thématiques comme ça peuvent survenir. Moi, j'ai 2 employeurs, donc j'ai 2 salaires, mais j'ai 2 salaires. Enfin, si on imagine que la télévision nourrit des fantasmes épouvantables. Moi, j'ai acheté ma résidence principale en m'endettant pour 22 ans. J'aurai 70 ans quand je finirai de payer. L'appartement où j'habite, c'est un appartement en plus. Je n'ai pas de résidence secondaire, j'ai pas... La voiture familiale avec laquelle je me déplace, j'ai acheté d'occasion. Enfin, on rêve complètement. On projette sur des gens qui montrent leur visage à la télévision des fantasmes épouvantables, totalement faux. Quand on est salarié, j'ai 2 salaires, donc je suis pas malheureux, hein. Vraiment, je suis pas malheureux, ça, je suis d'accord. Enfin, puis bientôt j'en aurai qu'un, parce que ce genre de choses, ça a une fin. Même un jour, il n'y en aura plus du tout. Mais enfin, on projette là-dessus des choses qui disent davantage une douleur sociale, qui se transforme du coup en jalousie, qu'une réalité. Et c'est très stupéfiant de voir à quel point la douleur est vive pour que des propos comme ça adhèrent, restent, deviennent populaires. C'est très... Dupont-Aignan, avec une bêtise épouvantable, est le révélateur de quelque chose de très profond. De très profond. J'aurais dû lui répondre à Dupont-Aignan, mais j'ai pas eu la ressource que lui-même, mais ça aurait été tombé à son niveau, ça n'aurait pas été bien. Il doit avoir à peu près la 50aine, il n'a jamais rien produit, il a toujours vécu des impôts que les gens payent. Donc il est assez mal placé pour s'interroger sur le salaire des uns et des autres, vu ce qu'il a apporté, lui, à la richesse nationale. Et puis, on pourrait dire aussi, mais ça est quand même assez stupide, que, vu le bilan des acteurs politiques, un peu d'humilité ne lui ferait pas de mal, mais... Si on fait de la politique, on n'est pas vraiment dans l'humilité. Ce sera la phrase de fin. Oui. Merci, monsieur Apathy, pour cette interview. On se retrouve tout à l'heure pour l'interview politique. Et merci à toute l'équipe. À bientôt.